Dans quelles conditions cela s'est-il passé pour la première fois? Alors c'est vraiment lié à un contexte, du fait qu'on en avait marre d'aller dans des boîtes de nuit au départ. Donc on a commencé à participer à des organisations, enfin des soirées en plein air, oui. Des raves. À l'époque, c'était pas encore illégal. Et effectivement, on s'est rendu compte en organisant ces soirées qu'il y avait des produits qui tournaient. Bon, j'ai donc été amenée à en goûter par curiosité. Effectivement, on vous dit c'est bon, ça fait du bien, tout ça. Bon. Donc j'ai essayé et j'ai aimé ça. Ouais. Et c'est dans ces conditions que vous avez poursuivi pendant plusieurs années? Oui, j'ai eu la chance effectivement de tomber sur un produit que j'appellerais propre. Ouais. Vraiment du MDMA pur. Et, ça existe un produit propre? Ça existe, oui. Sur le marché, je ne sais pas s'il y en a à l'heure actuelle, s'il y en a encore, ouais. Mais j'en ai croisé. Pourquoi avez-vous recommencé? Parce que ça vous procurait un plaisir? Parce que ça vous libérait de vous-même? Essayez de me décrire avec précision si c'est possible, madame, ou mademoiselle plutôt. Oui, effectivement, ça me procurait un plaisir très intense. Vous savez, dans le quotidien, on accumule des tensions, des pressions. Hop, on attend le week-end, on essaye de trouver un exutoire un petit peu dans... Effectivement, donc je prenais de l'ecstasy, je sentais toutes mes tensions se délier en étant tout à fait consciente, en me rendant compte effectivement que je pouvais penser normalement, je pouvais agir normalement, mais j'étais quand même sous dépendance, sous les effets d'un produit. Est-ce que le fait que ce produit soit interdit avait la moindre influence sur votre comportement? Effectivement, j'ai conscience que j'étais considérée comme criminelle. Enfin, comme criminel. À l'époque, je sais plus si l'ecstasy était déjà interdit. Je crois que c'était en 86, effectivement, qu'il a été interdit, illégalisé. Non, j'avais pas vraiment l'impression je me sentais pas coupable. Je me dis, bon, effectivement, il n'y a aucune dépendance. Une fois que le produit avait fini son effet, je passais à autre chose. J'éprouvais pas le besoin d'en reprendre de suite. Et quelque part, je le gérais pas trop mal. Avez-vous essayé d'autres produits illicites? Lesquels, si vous souhaitez y répondre, et pourquoi? Effectivement, j'ai essayé 2-3 trucs. C'est quoi les trucs? Alors j'ai essayé le cannabis, j'ai commencé à fumer. Vous avez ressenti une dépendance? Une dépendance psychologique, oui, quelque part. Ça vous manquait? Ça me manquait, disons que je voulais reproduire l'expérience. Quoi d'autre? J'ai essayé une fois l'héroïne. En le sniffant. Je me suis trompée, on m'avait dit que c'était de la cocaïne, je suis tombée sur de l'héroïne. Ça a été un tel mauvais délire que je ne conçois même pas comment on puisse se la mettre dans les veines. J'ai essayé la cocaïne, j'ai essayé l'opium, j'ai essayé le LSD. Voilà, en gros. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ou progressivement, je ne le sais pas, vous avez tout stoppé? Car vous avez tout stoppé. Oui. Pourquoi? Déjà, c'est des drogues qui ne me convenaient pas. Je savais bien que si je voulais assumer un quotidien, assumer des responsabilités, prendre ma vie en main, c'est pas une fin en soi que de se droguer. J'ai voulu tenter l'expérience, elle m'a apporté certaines choses positives, mais ma vie n'est pas centrée autour de ça, j'ai d'autres choses à faire. Et bon, j'en ai fait le tour quelque part. Vous n'avez pas eu d'accident de santé? J'ai contracté une hépatite, effectivement. C'est en rapport avec la prise de drogue ou pas? Ça n'a pas été démontré. Oui. On ne vous a pas dit que c'était un rapport ou que ça n'était pas un rapport? On m'a même dit que c'était pas sûr que ça venait de là. Oui. Donc, pourtant, j'ai vraiment posé la question auprès du médecin. Ça n'a pas été prouvé ni démontré. Et alors, sincèrement, et je vais m'arrêter là, dans un premier temps en tout cas, si vous permettez, dans votre décision de tout arrêter, premièrement, vous n'étiez pas dépendante, vous n'étiez pas accro au point de ne pas pouvoir maîtriser votre décision? Non. Non? Non, pas de l'ecstasy. Et pas de l'ecstasy, ça sous-entend que vous étiez dépendante d'autre chose et qu'il a fallu lutter? Pas du tout, je parlais d'ecstasy en l'occurrence. Non, pour ce qui est des autres drogues, j'ai vraiment essayé occasionnellement, j'ai pas réitéré, justement pour éviter de tomber dans le piège, parce que ce sont des drogues qui vous accrochent physiquement, dans lesquelles vous tombez donc dépendant physiquement, et j'avais vraiment pas envie de rentrer dans ce schéma-là. Je ne suis pas une suicidaire, je recherche comme beaucoup de monde légitimement un certain plaisir, une certaine forme de plaisir. C'était celle-là qui m'a été proposée, j'ai tenté, j'ai voulu voir. Je ne fais pas du tout de prosélytisme. C'est bon. Et après, est-ce que je transforme votre idée si je dis qu'après les recherches de plaisir, vous avez aspiré à vous libérer de tout ça pour avoir quelque chose de plus stable? Oui, disons quelque part, ça m'a ouvert
Ça m'a ouvert l'esprit dans le sens où ça m'a permis d'avoir une autre approche, d'appréhender la vie d'une autre façon, en décalage, sous affluence, effectivement. Mais en sachant pertinemment, en ayant conscience que ce n'est pas la réalité, que j'étais donc sous affluence. Sincèrement, Valérie, l'hépatite d'un côté, votre décision de toute façon de changer votre forme de vie, les deux ont dû peser, non? Ou je me trompe? Ah oui, dès que j'ai su que j'avais une hépatite, j'ai voulu la soigner, donc tout arrêter, effectivement. Même pas d'alcool. Je vous remercie, mademoiselle. On va revenir à vous tout à l'heure, ainsi qu'à votre voisin. Docteur Jean-Michel Delisle, psychiatre. Vous êtes directeur du comité d'études et d'information sur la drogue à Bordeaux et co-auteur d'une étude dont je reparlerai sur l'ecstasy qui a été réalisée par un institut qui s'appelle l'IREP. Cette flambée d'ecstasy, de consommation d'ecstasy, est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète dans la mesure où cela pose des problèmes auxquels nous n'étions pas du tout habitués dans le cadre de la prise en charge des usagers de drogue. C'est-à-dire dans des centres comme les nôtres, nous recevons essentiellement des toxicomanes, c'est-à-dire des personnes qui posent des problèmes de dépendance. Alors, chacun sait que ce sont des problèmes particulièrement lourds et difficiles, mais où progressivement nous avons appris avec eux à avancer dans le sens de soins qui sont de plus en plus efficaces. Vis-à-vis des usages d'ecstasy, ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'il suffit, comme c'était établi tout à l'heure par le film, de quelques prises pour que de façon éventuellement imprévisible et aléatoire, des jeunes gens puissent subir des complications aussi bien au plan physique que psychique, qui parfois peuvent être irrémédiables. Ce qui pose évidemment de problèmes tout à fait nouveaux, aussi bien en termes de prévention qu'en termes d'accompagnement et de soins. Car vous confirmez que les dégâts dans le cerveau, à terme, sont vraiment violents. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est un usager régulier... et durable ? Et durable, à ce moment-là, les complications en termes de troubles de la mémoire, mais également en termes de troubles neuropsychiatriques, des crises d'angoisse, des épisodes de dépression, sont à peu près inévitables. Et y compris parfois des troubles psychiatriques plus sévères avec des productions délirantes de type persécution. Qui sont les consommateurs de cette drogue? Est-ce que c'est une autre typologie de consommateurs que les drogues plus classiques, même les drogues dures? C'est une population tout à fait différente, puisqu'on se rend compte à travers l'étude que nous avons faite à Bordeaux que l'énorme majorité de ces usagers sont des jeunes gens, 26 ans en moyenne, mais qui ont surtout un très bon niveau d'insertion, aussi bien au social que d'insertion au plan culturel. Donc c'est une population qui est très différente de la population des héroïnomanes, par exemple. Il y a une drogue d'un niveau social qui est différente d'autres drogues davantage liées, par exemple, à la pauvreté, à l'exclusion. C'est tout à fait différent, là. Voilà, Est-ce que c'est une drogue bourgeoise, au fond, comme certains nous l'ont dit dans la préparation de l'émission? Ça a été une drogue de la jet set. Maintenant, ça devient une drogue petite bourgeoise. Quel est l'âge moyen? On le sait, ça a un sens? Oui, l'âge moyen actuellement c'est 26 ans pour les utilisateurs. L'âge de découverte, l'âge moyen de découverte c'est 23 ans. Monsieur Leclerc? Oui, simplement pour essayer de compléter ce que dit le docteur, je pense quand même qu'il y a une certaine évolution qu'on est en train de constater actuellement. C'est-à-dire que si c'est une drogue de grands bourgeois, de petits bourgeois, on constate maintenant de plus en plus de prises solitaires de personnes qui sont des toxicomanes comme l'étaient les héroïnomanes. Donc il y a quand même une évolution assez fâcheuse dans la prise de ces drogues. Et effectivement, au début, on avait la drogue festive, 18-25 ans, on va en boîte ou on va dans les rêves, mais évolution actuellement dans le mauvais sens, si j'ose dire. C'est-à-dire se généralisant davantage. Voilà. Oui. Monsieur Leclerc est directeur de l'Office central de répression pour le trafic illicite des stupéfiants. Vous avez aussi observé, photographié cette augmentation de la consommation et une plus grande généralisation. Le mot généralisation n'est d'ailleurs pas le bon parce que c'est pas 20 millions de consommateurs. Mais tout de même, ça se répand dans différentes couches sociales, c'est bien ça? Absolument. C'est-à-dire que ça n'est pas la première drogue, vous le savez. Hein, la première drogue en France, c'est toujours le cannabis. Donc nous sommes dans une évolution très, très difficile, effectivement, puisque j'ai un tableau comme ça, vous voyez les courbes de saisie et d'interpellation. C'est vraiment exponentiel. Pardon, monsieur Leclerc, quand on vient avec des courbes à la télé, c'est mieux que les spectateurs le voient, donc je vous demande de la reprendre. Merci. Voilà. Alors, donc vous voyez qu'il y a eu une explosion à la fois des interpellations et des saisies, mais ça s'explique pour deux choses quand même. Bon, effectivement le phénomène, mais aussi par le fait que, comme vous l'avez dit, la drogue a été classée stupéfiant en 90, ce qui veut dire qu'à un moment donné, les services de police, le répressif, ont pu interpeller dans le cadre de la loi, ce qui n'était pas le cas avant. Mais c'est évident aussi que ça correspond à la réalité tout de même actuelle. Si j'étais mauvais esprit, je dirais qu'il faut relativiser votre croquis par le nombre des effectifs qui sont affectés à cette recherche, après tout.
je ne sais pas si on doit dire ça. Je pense que, en fait, mais on ne peut pas dire le contraire, je crois. Non, mais je dirais qu'on interpelle les gens, je veux dire les services. Non, en clair, et c'est intéressant d'en débattre publiquement, tout le monde a peur de ce fléau, tout le monde a peur pour ses enfants, mais les moyens sont-ils là pour lutter contre ça, voilà. Je pense que c'est l'infraction, je dirais, d'usage et de trafic de stupéfiants est certainement celle qui est le plus combattue. Je veux dire, si on regarde la plus régulièrement combattue. Si on regarde les chiffres noirs des autres activités délictuelles ou criminelles, je pense qu'on on a certainement beaucoup plus de chiffres noirs, par exemple, pour les cambriolages que pour la consommation de trafic de stupéfiants. Monsieur Leclerc, quelles sont les autres drogues qui sont en pleine expansion, paraît-il, en ce moment? Alors, en pleine expansion, le cannabis toujours, puisqu'on l'oublie souvent celui-là, mais il est quand même en phase très ascensionnelle. La cocaïne qui correspond un petit peu, je dirais, à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une drogue qui correspond au moment, un petit peu à la drogue de performance. Et plus généralement, les drogues qui sont en chute, c'est plutôt les drogues héroïne, enfin tous les opiacés, et notamment l'héroïne. Vous ne m'avez pas parlé du crack, mais si je demande au professeur, au docteur Claude Olivenstein de m'en parler, à Marmottan, vous envoyez beaucoup des victimes du crack, non? Oui, mais avant ça, je voudrais faire plusieurs réflexions, si vous me permettez. Bien entendu. La première, c'est qu'on présente comme une nouveauté l'ecstasy. Or, c'est banalement et simplement des amphétamines qu'on connaît depuis des décennies. Je suis surpris qu'on nous présente un document médical et scientifique, entre guillemets, dont on a vu les semblables pour de multiples produits depuis des décennies. Oui, et je crains... sans vous fâcher, pardonnez-moi, docteur, avec le respect que je vous porte, je dois vous dire que dans le document qu'on a diffusé tout à l'heure et qui n'est que descriptif, on a tout de même dit d'où ça venait, c'est-à-dire au fond, il y a 70 ans, le coupe-faim. Absolument. Donc, ni vous ni moi ne l'apprenons à cette heure-ci, ça fait déjà un quart d'heure qu'au moins on l'a découvert. Je vous en prie. Mais ce qui me semble aussi grave que les dangers réels du produit, c'est le risque de diaboliser, comme ça a été dit, chaque fois que la jeunesse, parce qu'il s'agit de la jeunesse, prend une initiative, quelle qu'elle soit. Il y a énormément d'arrestations, etc. Et on risque de transformer en délinquants et en personnes qui transgressent les lois des tas de jeunes qui ne cherchent qu'à s'amuser. Et moi, je pense qu'on est sur une mauvaise pente, parce qu'on est d'ailleurs de toute façon au retard d'une guerre. On nous parle aujourd'hui de l'ecstasy, mais c'est le case special qui anime les nuits parisiennes depuis un certain temps. Donc, plutôt que d'être fasciné par le produit, bon, l'émission est organisée autour de celui-là, il faudrait s'interroger pourquoi les gens prennent des produits, quelles sont les raisons, où est-ce qu'on motive. Pour répondre à votre problème, à la question que vous avez posée et qui rejoint ce que je viens de dire, c'est que nous voyons de plus en plus des gens qui prennent du crack et que nous sommes frappés par l'origine ethnique, si je puis dire, c'est-à-dire essentiellement une population noire, qu'elle soit des Antilles ou qu'elle soit d'Afrique, et qui se rejoignent là dans, je dirais, une prise presque protestataire, dans une difficulté d'identité. Et c'est très vrai, par exemple, au niveau de la prostitution, où on voit de très jeunes filles d'origine africaine ou d'origine antillaise se prostituer, parce qu'elles sont en situation de demande et d'existence. Je reviendrai à vous là sur les causes que vous évaluez à travers toutes les personnes que vous voyez passer, que vous soignez à Marmottan. Permettez-moi une ou deux questions encore à M. Delisle. Sur l'ecstasy, auquel je reviens un instant, est-ce que ces consommateurs sont différents de ceux qui consomment des drogues plus connues comme l'héroïne, par exemple? Alors, on a vu socialement, oui. Est-ce que ce sont des gens plus âgés? Est-ce que ce sont des gens qui, au fond, veulent faire une flambée à un moment, comme l'a dit tout à l'heure Cachou, ou bien comme l'a fait comprendre Valérie? Ce sont des personnes qui, au-delà des différences sociales et culturelles qu'on a évoquées tout à l'heure, présentent des motivations qui sont également assez différentes de celles que l'on retrouve chez les héroïnomanes. Elles ont été bien présentées tout à l'heure par les deux témoins. C'est-à-dire, ce sont des motivations essentiellement de découverte, des motivations festives, de recherche de plaisir. Et généralement, cela se passe dans un cadre collectif de soirée. Oui, d'après ce que vous en savez tous les deux, vous, M. Delisle, vous, M. Olivenstein, est-ce que cette prise d'ecstasy est souvent liée aussi ou accompagne d'autres drogues? Alors là, c'est un des résultats très frappants également de ce travail, c'est-à-dire qu'il apparaît que dans la quasi-totalité des cas,
les usagers d'ecstasy sont des personnes qui ont déjà préalablement expérimenté d'autres produits, presque toujours le cannabis, mais aussi souvent d'autres substances telles que la cocaïne et autres. Oui. Et au moment de la prise d'ecstasy, il y a également des associations assez fréquentes avec de l'alcool ou du cannabis ou parfois des acides. Oui. Et je vous en Je prie. ne partage pas cette opinion. Je vous en prie. Je crois qu'on a choisi des cohortes, c'est légitime, et on a choisi certaines gens qui voulaient répondre. Bon, ce qui n'est pas le cas de l'immense majorité des usagers qui recherchent plutôt une clandestinité. Rappelez-vous l'organisation des soirées rêves, elles se font au fond d'une forêt, au bout du bout, etc. Et je crois qu'il faut faire très attention de généraliser une cohorte particulière qui a été prise comme exemple sans dénier l'intérêt scientifique de la chose. Oui. Je crois qu'il faut un peu corriger ça par une péréquation par rapport au nombre de gens qui en prennent et qui sont souvent très jeunes, quoi qu'en dise l'étude, et qui commencent directement par ces produits, comme ils avaient commencé autrefois par des dilatateurs des coronaires qui leur permettaient de s'éclater. Ouais. Et comme maintenant, ils commencent à s'éclater avec des anesthésiques pour animaux. Oui. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous êtes en état de dire s'il y a une dangerosité réelle de l'ecstasy ou, au fond, vous, par votre expérience, vous n'en savez rien? Monsieur, moi j'ai défini la toxicomanie par une équation à 3 paramètres. La rencontre d'un produit, d'une personnalité, d'un moment socio-culturel. Il est évident que sur des personnalités faibles et fragiles, il y a un danger, comme pour tout produit psychotrope. Mais il est aussi évident que quand il y a un usage récréatif ou très occasionnel, il n'y a pas plus de danger que n'importe quoi. Mais il n'y a aucun produit inoffensif, d'une certaine façon. Oui. Monsieur Maxence et Monsieur Delisle. Alors, je voulais dire que je reconnais là le professeur Olivenstein, je le dis de manière sympathique, c'est-à-dire effectivement, il a été le premier à dire que tout était entre le produit, l'environnement et la personne. Et il a parlé de risque de diaboliser. Eh bien moi, je vais parler de risque de banaliser la prise de drogue, puisque la vocation même du centre d'Hydro est de dissuader les jeunes, les tout jeunes, de consommer et de consommer de la drogue. D'Hydro, ça veut dire documentation, information, drogue. Mais nous avons été un savait. peu les pionniers, si vous voulez, au niveau de la prévention. Oui. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le professeur Olivenstein, mais sauf sur ce point-là. Sur ce point-là, je ne le suivrai jamais. Lui, il parle toujours du risque de diaboliser. Et moi, je pense que le risque beaucoup plus important, c'est le risque de banaliser toute cette prise de drogue, de présenter les usagers de drogue, qu'il s'agit évidemment de ne pas rejeter, de les présenter comme des héros, comme des modèles, comme des publicistes aux illusions. Oui. Et c'est ça qui me paraît dangereux, parce que depuis 25 ans, ce que nous cherchons, nous, justement, c'est de ne pas présenter la drogue sous cette façon-là. Et dans ce sens-là, et c'est rare que nous soyons aussi violents, en tout cas verbalement, nous entrons vraiment en résistance par rapport à toutes les bêtises qu'on peut entendre sur le 18 juin, GUNTS, etc. Eh bien, par contradiction, parce que c'est grave, parce qu'il s'agit de nos enfants, et il ne s'agit pas de vieux machins, et dès que l'on a ce langage-là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ce langage que de dire j'ai consommé de l'ecstasy ou j'aime l'ecstasy, comme l'avait dit le monsieur de Act Up. Eh bien moi je dis, nous n'aimons pas l'ecstasy, et c'est très difficile de dire cela, et cela devient très difficile de le défendre sur les médias, parce que nous avons maintenant été envahis par une espèce de culture de la drogue, une culture de la tolérance qui a envahi même les thérapeutes, même le corps médical, et c'est ça qui est le plus difficile. Alors, et c'est ce message essentiel dont on va débattre. Autrement, on ne débat de rien. Oui, on peut tranquillement regarder les effets là, de l'ecstasy, on peut tranquillement faire une gentille émission là-dessus. Oh, mais au fond, oui. le jeune qui a 12 ans, qui a 14 ans, qui nous regarde depuis 25 minutes, et qui dit, je vais essayer, c'est super. Moi, je lui dis, moi, je n'aime pas l'ecstasy. Moi, je pense que c'est dangereux. Moi, je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est dangereux. Que si Johnny Hallyday, devant tout le monde, dit, c'est très bien, je me drogue, il y a aussi d'autres personnalités, tout aussi importantes. Je ne vais pas m'amuser de mettre les unes contre les autres, ça n'a aucun intérêt. Il n'a pas dit que c'était très bien. Hein. Si ma mémoire est bonne, dans Le Monde, dans l'interview de Daniel Rondeau, il a dit qu'il le faisait, point final, il n'a pas fait de commentaire. Oui, vous avez raison, monsieur Cavada, vous avez raison, mais il est présenté comme un modèle. Et c'est ça qui est le plus difficile.
difficile. Vous voulez dire que son propre témoignage est apologétique en lui-même? Bien sûr, c'est exactement... Alors vous avez des jeunes parfaitement gens en face de vous, monsieur Maxence, là, qui n'ont pas l'air du tout... Vous avez mis le feu à l'ecstasy, si je puis dire, là, le feu aux poudres. Alors, je vous en prie, non, mais c'est le moment de débattre de vos... C'est intéressant parce qu'on parle de banalisation, mais avant de banaliser, il y a eu la diabolisation. Moi, je constate que la banalisation est le fruit de la diabolisation. Un exemple concret, on a diabolisé, absolument, on a diabolisé les rêves parties, par exemple, où il y avait un usage culturel, intégré, ritualisé de certains produits. Et puis, on en arrive à la situation actuelle où n'importe où, n'importe quand, on peut consommer maintenant ce produit et le trouver. Disons que c'est une vision un peu manichéenne. Non. Ah, écoutez, dans les années 80, je me souviens très bien, moi j'étais absolument contre ce genre de... On a diabolisé les conditions dans lesquelles se faisaient les rêves. D'abord, c'est-à-dire dans les conditions de sécurité très précaires. C'était le prétexte. Non, c'était pas le prétexte, c'était déjà ça. Je crois peut-être que sur des sujets de ce Delille. type, c'est l'intérêt de se rencontrer, sans doute. Il importe, dans le domaine des drogues, d'essayer d'avoir des attitudes qui soient rationnelles, c'est-à-dire étudier les problèmes au lieu peut-être de s'invectiver au nom de je ne sais quel principe moral ou idéologique. En l'occurrence, ce qui apparaît quand on essaye d'étudier les phénomènes liés aux usages d'ecstasy, c'est que contrairement à ce qu'imaginaient certains jeunes usagers, l'ecstasy présente un certain nombre de risques qui ont été évoqués tout à l'heure en termes de complications. Il présente également un certain nombre de risques en termes de dépendance. Un certain nombre, minoritaire, d'usagers deviennent dépendants. En revanche, il ne faut pas non plus renvoyer à la population que toute personne qui a essayé une fois un produit court un danger tel que la seule solution pour le protéger contre lui-même, c'est de le mettre en prison. C'est-à-dire que par rapport à des questions de ce type, il faut essayer, à mon sens, d'étudier rationnellement, encore une fois, comment se présentent les problèmes, quelles complications cela entraîne, quelles limites cela entraîne, pour essayer à ce moment-là, avec des usagers, de les aider à ne pas en prendre, à ne plus en prendre, et s'ils continuent à en prendre, à faire en sorte que ça se passe dans les conditions les moins néfastes pour leur santé. Alors, il faut travailler en amont, avant cela. Alors, voilà, Sans doute. Et ce travail-là est le plus difficile, celui dont on parle le moins et qui est celui qu'on met le moins en valeur. C'est de travailler avant, c'est-à-dire de prévenir, de protéger les jeunes. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Vous parlez de prévention, je reviens à vous dans un instant, vous parlez de prévention, pardonnez-moi, je vais vous montrer un exemple de terrain, contrairement à des stupéfiants plus connus comme l'héroïne ou la cocaïne, l'ecstasy n'est pas toujours considérée par les jeunes comme une drogue dangereuse. Ça, c'est une chose tout à fait clairement constatée. Alors, afin de les informer, et notamment sur les risques, en Grande-Bretagne, n'oublions pas, s'il n'y a pas eu en France de risques mortels recensés comme tels, en Grande-Bretagne, il y en a eu plusieurs, il en a été fait mention dans ce reportage. Certaines associations en France vont dans ces fameux rêves parties afin d'informer et de proposer aux consommateurs de tester avant, précautionneusement et le moins possible, les pilules d'ecstasy. Regardez comment ils s'y prennent. Ce sont essentiellement le fait d'associations. Reportage d'Isabelle Doumain, qu'après quoi nous reprenons ce débat entre ceux qui l'utilisent ou l'ont utilisé, ceux qui en parlent et veulent au contraire défendre l'usage de ce produit. Un tract avec une photo. Celle de Léa Bess, une jeune Anglaise morte le 11 novembre 1995, jour de ses 18 ans. Elle avait pris un cachet d'ecstasy, acheté dans une boîte de nuit. Quelques jours après sa mort, la police anglaise distribue ce tract à l'entrée des discothèques, pour sensibiliser et prévenir sur les dangers de cette drogue. Car Léa n'est pas la seule victime. Dans ce sac, les affaires d'Andreas Bouzis, mort 1h30 après avoir avalé un ecstasy. Richard Hutchens, 16 ans, mort il y a 1 an, lui aussi à cause de l'ecstasy. Pour sa mère, cette mort doit être la dernière. Je vous en prie, je vous demande de ne pas toucher à cette drogue. Si ce drame pouvait servir à stopper tout ça, c'est mon souhait le plus cher. En Grande-Bretagne, 60 personnes sont mortes à cause de l'ecstasy depuis l'arrivée de cette drogue dans les années 80. Et chaque week-end, 500 000 cachets d'ecstasy seraient consommés. En France, officiellement, les autorités ne recensent aucun cas de décès, mais sont préoccupées par l'augmentation de la consommation. Et c'est à la gendarmerie qu'a été confiée une mission de prévention. Son objectif, informer le public sur les dangers des drogues. Ce jour-là, à Célestat, en Alsace, l'adjudant André Gaujon dispose ses échantillons de drogue. Il va s'adresser à des parents. Ils ont parfois entendu parler de cannabis, d'héroïne ou de cocaïne, mais très rarement d'ecstasy. Alors on arrive au must des musts. Ça, c'est la pire cochonnerie qui puisse nous arriver sur le marché. On ne pourrait rien trouver d'autre.
C'est un des produits les plus dangereux sur le marché et un des produits qui va certainement devenir le plus dangereux sur le marché. De par sa modification perpétuelle, c'est un produit qui est en constante évolution, pas dans le bon sens hélas, parce que c'est un produit qui est de plus en plus coupé, de plus en plus transformé. C'est un produit qui laisse de plus en plus de traces sur l'organisme. L'ecstasy. Les effets négatifs. L'adjudant insiste sur tous les effets nocifs liés à la prise de cette drogue. Un discours volontairement alarmiste, pour qu'ensuite les parents informent leurs enfants. Des parents qui bien souvent découvrent ces produits. Je suis quand même sidérée de par la forme. Il y a des formes qui incitent, qui demandent à être goûtées. Hein. Tellement ça peut être sympa hein. Et dangereux en même temps. Hein. En tant que mère, je suis inquiète parce que je me dis on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Je dis même malgré les dialogues, c'est vrai qu'on réduit les risques, mais on ne maîtrise pas. Alors l'objectif principal de la prévention, ce sont les jeunes. Et l'adjudant va s'efforcer de détruire auprès d'eux l'image de l'ecstasy, l'image d'une drogue inoffensive. Bonjour. Chose importante qu'il faut savoir vis-à-vis de l'ecstasy, c'est que pendant longtemps, notamment au début de cette consommation, on a dépeint ce produit comme un produit banal, comme un produit n'ayant pas d'effet secondaire. C'était la pilule de l'amour, hein. C'était un produit qui allait rassembler tout le monde, on allait tous danser ensemble, on allait tous devenir des frères et des sœurs, et c'était l'euphorie totale. Ça, c'est dépassé. Il faut sortir de cette idée. L'ecstasy est une drogue dure qui entraîne... Tous en avaient entendu parler, mais n'étaient pas forcément conscients des risques. Le message est bien passé parce que c'est un gendarme qui les a informés. Ça dépend de la bouche de qui ça sort, parce que là, on vient de l'entendre, la bouche d'un gendarme, c'est normal. Mais ce serait une copine à moi qui m'aurait dit tout ça, ben, je n'aurais pas vraiment cru, quoi. Une information pourtant indispensable, pour pouvoir réagir en toute connaissance de cause, à un âge où la probabilité de se retrouver en situation de consommation est grande. Je crois que du moment où on sort dans des soirées, on a de fortes chances de trouver la drogue, que ce soit des extas, du LSD ou n'importe quoi. Surtout les rêves, ces soirées où l'on danse sur de la musique techno des heures durant. Et l'ecstasy que l'on consomme ici pour tenir le coup, mais pour le plaisir aussi. Cette jeune femme en prend depuis 7 ans. Ce soir, sous ecstasy, elle parle de son bien-être artificiel. C'est vrai que au niveau de l'effet, ça fait une montée de chaleur, on perd toutes les inhibitions, donc on se sent de nouveau un peu plus comme soi, plus léger, plus souple, et on se met à danser pendant plusieurs heures, uniquement pour soi, pour se faire plaisir, en oubliant toutes les contraintes et tous les éléments extérieurs qui peuvent nous toucher, nous perturber, et à la limite, ne pas nous aider à se revaloriser dans la vie de tous les jours et toujours se pousser aux fesses pour prendre les choses en main, quoi. Et là, j'aime bien ce moment de bonheur, parce que moi, je m'en fous. L'homme à qui elle s'adresse est ici pour travailler. Il est venu pour prévenir des dangers de l'ecstasy. Mais il n'est pas là pour empêcher la consommation, seulement pour limiter les risques en cas de prise. André Benezek est membre d'une association d'aide aux usagers de drogue. Il chasse l'arnaque, le faux ecstasy. Cela s'appelle le testing. Autorisé aux Pays-Bas, en France, c'est interdit. Mais pour André Benezek, c'est le seul moyen de pouvoir dire aux consommateurs ce qu'ils sont sur le point d'avaler. Quelques gouttes de réactif et selon la couleur obtenue, on saura si le comprimé est un ecstasy, une amphétamine ou un hallucinogène, s'il est pur ou bien coupé. Voilà, tu vois, là il y a une deuxième couleur qui apparaît, c'est là du jaune, ça veut dire que c'est coupé avec une amphétamine aussi. Donc il y a les deux, méthamphétamine et amphétamine. Donc c'est un produit qui va te donner un maximum d'énergie, mais il faut penser à boire, il faut penser à aller aux toilettes, il faut penser à éliminer. Et puis à se reposer. Ces tests ont parfois un effet dissuasif sur le consommateur. De plus en plus souvent, quand les gens réalisent que c'est un mauvais produit, ils préfèrent nous le laisser ou nous dire de le mettre à la poubelle. Ouais. Ça, on peut dire qu'il y a un progrès de ce côté-là et que ça aura au moins servi à ça. Plus les gens sont informés, plus ils sont responsables. C'est évident. Les effets de l'ecstasy durent 5 ou 6 heures. Alors, pour tenir tout le week-end, certains en consomment plusieurs. C'était le cas pour Thierry. Pendant 10 mois, il en a pris 6 à 10 par semaine. En fin de soirée, il ne se souvenait pas toujours du nombre de cachets avalés. Pourtant, il ne se considère pas comme toxicomane.
pas toxico, mais dépendant d'une substance pour pouvoir me sentir réellement bien dans ma peau, bien dans ma tête, pour pouvoir vivre plus ou moins normalement. Mais il en a trop abusé et son corps n'a pas suivi. Après chaque prise, il mettait plus de 3 jours pour récupérer. Impossible dans ces conditions d'exercer son métier de designer graphiste. Il y a un mois, Thierry a décidé d'arrêter l'ecstasy. Aidé par un éducateur, il est aussi motivé par la crainte de tomber sur un mauvais cachet. La peur de consommer n'importe quoi, et par la suite, parce que j'avais envie de redevenir moi-même et puis de redécouvrir les vrais plaisirs de la vie. Des plaisirs de la vie où les fêtes, les rêves, ont encore leur place pour Thierry. Dans un mois, il organisera une soirée techno. Mais désormais, pour lui, il n'y aura plus de fêtes sans stand de prévention. Monsieur Maxence, vous parlez de défonce médicamenteuse. Ça veut dire quoi? La défonce médicamenteuse, c'est le titre d'un de mes bouquins. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Ça, je m'en chargerai tout à l'heure. Je vous le dis au passage. Oui. Mais la défonce médicamenteuse, c'est en quelque sorte les médicaments détournés de leur usage et qui deviennent des drogues pour les effets qu'ils procurent. Et il est évident que cette défonce médicamenteuse, elle a toujours existé. Hein, ce n'est pas non plus une nouveauté. C'est quelque chose qui a toujours fait beaucoup de dégâts, qui a souvent été la deuxième d'ailleurs drogue responsable, entre guillemets, de mort derrière l'héroïne en France, et c'est quelque chose qui n'a rien de nouveau, mais qui se surajoute au problème de l'ecstasy, au problème des drogues synthétiques. Mais je voulais quand même dire quelque chose d'important, si vous me le permettez. Je vous en prie. On ne parle que de réduction des risques. Je suis d'accord que l'on réduise les risques, mais je suis aussi pour que l'on réduise les risques de, non pas contaminer, le mot est mauvais, mais encore une fois de faire de la publicité pour ceux qui n'en prennent pas. Et à ce point précis, il faut peut-être restaurer quelque chose. Je sais que dès qu'on dit le mot restaurer, là aussi on passe pour un ringard. Mais il faut restaurer le bon sens, l'autorité, les repères, les limites, la loi, et on n'est pas pour autant un flic. C'est-à-dire que ça, c'est extrêmement important. Des consommateurs, des usagers de drogue, et des usagers d'ecstasy, il y en a 2%, 3%. Et les autres, qu'en faites-vous? Est-ce que vous pouvez faire de la prévention? C'est aussi notre rôle de nous poser la question sur l'immense majorité des autres, ceux dont on ne parle jamais, ceux qui exigent le droit de ne pas se droguer. Maintenant, ça devient quelque chose comme une nouveauté. Dire qu'on peut avoir le droit de ne pas se droguer, aller même plus loin, puisque j'ai vu circuler des chartes. Essayons de récupérer ce droit-là, comme si au niveau culturel, au niveau... on ne l'avait plus. On ne l'avait plus même chez les thérapeutes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fascination corporatiste pour la fascination du plaisir des drogues que l'on analyse dans des colloques qui coûtent souvent très cher, alors qu'on a peut-être des subventions à mettre ailleurs. Alors on fait tout cela, et puis qu'est-ce qui se passe quand on a analysé le plaisir des drogues? Encore une fois, je ne sais pas si vous avez des enfants, Monsieur Cavada, je ne vous connais pas personnellement. J'essaye d'éviter de me mettre en situation dans les émissions. D'accord. Il y en a d'ailleurs qui s'en chargent pour moi en général. Absolument, mais vous avez raison. Mais non, pas du tout. Admettons que vous ayez des enfants ou que la plupart d'entre nous sommes des parents potentiellement ou réels. Ça, c'est pas vraiment une nouveauté. C'est ça qui est une question essentielle. C'est là où intervient aussi le problème et de la dépénalisation et de la libération dont on parlera plus tard. C'est que finalement, ce dont il s'agit, ce n'est pas toujours de réduire les risques. Moi, je les trouve très sympathiques, ces usagers-là. Il ne s'agit pas du tout de les stigmatiser. Vous mais il ne s'agit pas d'en faire des Superman, des modèles extraordinaires, etc. C'est ridicule, ridicule. Mais c'est ça le débat de société. M. Maxence a une façon de retourner la situation en faisant croire que c'est 2% de la population qui pousse les 98% à se droguer. Alors que pour l'instant, c'est 98% de la population qui réprime les 2% qui utilisent des produits. Pour l'instant, on est plutôt victime en tant qu'usager plutôt que bourreau, quoi. Enfin, une vision je sais pas, c'est nous qui n'est pas des bourreaux. Ceux qui sont je ne me permettrai pas de dire cela. Ceux qui sont peut-être les responsables, ce sont les thérapeutes, les médecins qui ont un langage beaucoup plus, après tout, qu'ils se défendent. Il y en a sur ce plateau. Ce sont peut-être tous ceux qui, sous prétexte de faire du soin... Enfin, alors, Valérie et le docteur Olivenstein voudraient prendre... Elle a le droit d'avoir des réactions. Monsieur elle a le droit de ne pas se droguer. Donc, la loi telle qu'elle est faite... Alors Valérie, c'est à vous, je vous en prie, mademoiselle. La loi telle qu'elle est faite à l'heure actuelle est effectivement faite pour nous préserver contre nous-mêmes des drogues. Je suis d'accord. C'est très bien de le reconnaître et je vous en remercie.
C'est donc Mais une loi utile. à mon avis, il ne faut pas avoir une vision manichéenne de la chose, c'est-à-dire le bien, le mal, prenez-en, n'en prenez pas. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les drogues font partie de notre culture quelque part et de tous les temps. On les a plus ou moins... C'est à voir, c'est à étudier. Ce vin, c'est mon sang. Oui, et si on a vu Jésus marcher sur l'eau, c'est parce qu'ils étaient à fond dans l'ergot de seigle, on le sait, le pain, il était... Bon, c'est une bonne plaisanterie, vous avez raison de sourire, mais bien sûr, mais alors à ce moment-là, vous allez l'éviter immédiatement parce que vous n'êtes pas un Attendez, vous ne voulez pas, M. Maxence, qu'on écoute Valérie d'abord? Je ne veux pas banaliser, il n'est pas question jamais je me sens responsable, sincèrement. Je ne vois pas dire à quelqu'un, prends-en, c'est bon, il faut... Non. Mais bravo. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'effectivement, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des produits frelatés qui tournaient. En l'occurrence, des produits coupés à l'atropine, qui est un accélérateur cardiaque. Les spécialistes seront à même de vous dire ce que c'est. Absolument. Ma lutte est là, de prévenir les jeunes qu'effectivement, il vaut mieux ne rien prendre plutôt que de prendre des produits frelatés qui vont les faire mal délirer, qui vont les scotcher. Maintenant, si on parle du MDMA et de drogue propre... C'est-à-dire la molécule constitutive de l'ecstasy, hein, oui. le MDMA. Oui. Alors, si on en parle? Pardon? Si on en parle, donc vous vouliez dire? Ben, si on en parle, effectivement, elle procure réellement un certain bien-être. Et il est impossible de l'exprimer sans tomber sous l'article 628 ou 630. Oui, ben alors, c'est pas... Oui, la drogue sous un jour favorable. On a compris ce que vous vouliez signifier, mais... Sur les questions de testing, là... Oui, vous permettez une chose, je voudrais terminer une question avec Valérie, puis ensuite je viens à vous dans un petit instant. Valérie, pardonnez-moi quelque chose. Avez-vous des enfants? Non, pas encore. Quand vous en aurez, est-ce que, éventuellement, vous veillerez à ce qu'ils n'utilisent pas de drogue? Est-ce qu'éventuellement vous serez d'accord pour qu'ils utilisent certaines drogues? Est-ce que vous vérifierez de quoi il s'agit ou pas du tout? Ce sera... c'est quelque part leur vie, leur destin. J'essaierai d'avoir une influence lucide, objective, protectrice. Et en tant que mère, ça pourra peut-être jamais arriver. Peut-être qu'ils ne consommeront jamais de drogue. Mais peut-être qu'ils en consommeront. Maintenant, je vais essayer de parer à... Cachou, que direz-vous alors, vous, si vous avez... Vous n'avez pas d'enfant? Non. Si, vous en aurez, j'espère. Personnellement, je ne le souhaite pas. Mais bon, alors pardonnez-moi pour le j'espère, parce qu'après tout, ça vous regarde d'abord et j'ai rien à espérer, oui. Mais si, disons, votre meilleur ami, quelqu'un qui a des enfants, et vous serez sans doute assez attentif, vous serez par exemple parrain d'un enfant d'un copain, d'accord? Je vois par exemple avec mes neveux, la principale chose, c'est d'en parler directement, de parler des produits, effectivement. Oui. Éviter le tabou, éviter de diaboliser. Parler de son expérience, et après c'est effectivement un choix individuel de toute façon. L'enfant qu'il ait, quel que soit l'âge qu'il a, après il choisira de toute façon. Tout excès est mauvais, tout excès, que ce soit de l'alcool, le tabac... Mais au même niveau, voilà, je mettrai au même niveau aussi bien les médicaments, l'alcool, le tabac que les drogues illicites. Oui, absolument. Je ne pense pas qu'il y ait de drogue vraiment dangereuse, c'est l'usage qu'on en fait qui peut être dangereux. Alors, M. Olivenstein, qui attend son tour très sagement comme d'habitude. Il y aurait plusieurs choses à dire. D'abord, la première, c'est qu'il n'est pas question de faire l'apologie de la drogue. Et c'est un faux procès qui vient de nous être intenté. Mais par contre, il y a quelque chose qui est important, autant que la prise des produits toxiques. C'est la séparation entre les jeunes et les adultes, le non-respect de la loi. Les adultes qui prennent des psychotropes, comme l'a souligné Maxence, d'une façon ahurissante. Songez que le budget des psychotropes en France est supérieur à celui de la régie Renault. Et ce sont eux qui vont condamner la revendication du plaisir qui me paraît, quant à moi, légitime pour les jeunes. Donc il y a là cette espèce de manichéisme qui veut que tout est mauvais, que tout est à rejeter, que tout est condamnable. C'est insupportable et en plus ça ne peut pas être entendu. C'est un beau discours déclamatoire, mais ça n'a pas de prise sur l'événement, ça ne convainc que les convaincus. Alors, M. Delisle, qui voulait... Monsieur Delisle, c'est quand même... Monsieur Delisle voulait prendre la parole, je vous en prie. Oui. Je crois d'ailleurs qu'en matière de prévention et de soins, il importe d'écouter les autres, de leur donner le temps de parler, et que c'est peut-être sur la base de ces échanges fructueux qu'ensuite on peut déboucher sur des voies communes. Alors, en l'occurrence, moi je voulais revenir juste sur un point là, qui a été montré dans le film, qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est celui de ces pratiques qui se développent actuellement et qui visent à analyser des produits qui sont utilisés dans des dancing ou lors de rêves.
Alors il a été montré tout à l'heure, et c'était une initiative intéressante, que cela permettait par exemple d'attirer l'attention de tel ou tel usager sur le fait que des produits associés pouvaient être très dangereux s'il y avait des mélanges de différentes substances. Pour autant, et là c'est peut-être faire œuvre de prévention aussi, que de rappeler que, y compris si le produit est pur, et si c'est du MDMA pur, ça peut être un produit particulièrement dangereux en soi, comme ça a été dit tout à l'heure. Si bien que ce n'est pas nécessairement parce que la pratique de testing à l'entrée de la soirée va montrer que la substance est pure, qu'apparemment c'est du MDMA, qu'il s'agit pour autant d'une bonne drogue. C'est-à-dire évite les mauvais produits, il est toxique, vraiment, ceux qui... Mais je pense que le MDMA en soi peut être un mauvais produit pour certaines personnes. Et notamment les quelques cas de décès qui étaient évoqués, hélas, en Grande-Bretagne, il commence à y en avoir en France aussi, étaient des personnes... Il y en a en France, parce qu'il n'y a pas d'information officielle là-dessus. Il y a eu au moins 3 décès l'année dernière. Merci de nous le confirmer, parce que nous avons été dans l'incapacité de trouver une information officielle sur ce sujet. Le fait est donc MDMA plus amphétamine plus acide, c'est encore plus dangereux, ça c'est vrai. Mais pour autant, il faut pas peut-être... Enfin, il faut prendre garde, en tout cas, à ne pas délivrer un message à un jeune qui entrerait dans une soirée du style « si ton produit est pur, vas-y, gobe en toute tranquillité, il ne se passera rien ». Bien entendu. Alors, vous aviez terminé, M. Olivenstein? Je me réserve pour la deuxième partie. Très bien, qui va arriver dans un instant. Monsieur Leclerc. Je voulais revenir juste sur le témoignage de la jeune femme qui est morte en Angleterre. Oui. Il faut savoir quand même qu'elle avait un taux d'alcoolémie très important dans le sang, et il faut savoir que lorsqu'on consomme de l'ecstasy ou un amphétamine, il faut éviter surtout de boire de l'alcool parce que ça déshydrate encore plus. Cette jeune femme s'est fait, d'après ce que j'ai lu dans les journaux anglais, s'est fait expulser d'une soirée parce qu'elle était ivre, on refusait de la servir encore, elle a pris un cachet en plus, elle s'est retrouvée déshydratée, elle s'est mise à boire tout d'un coup de l'eau, et elle s'est noyée de l'intérieur tout simplement. Manque d'informations, et voilà, ça c'est les conséquences d'une politique de diabolisation des produits, de désinformation totale. Monsieur Leclerc. Mais je crois que le mot est dit, la diabolisation... Comme l'a dit M. Maxence, en fait, on focalise toujours sur des minorités actuellement dans la société moderne. On est dans la minorité des drogués, on est dans la minorité des homosexuels, on est dans la minorité etc. Bon. Et en fait, on essaye d'amalgamer plusieurs problèmes. Alors là, en l'occurrence, un problème sociologique. Je suis obligé, pardonnez-moi, M. Leclerc, de vous arrêter un instant. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez signifier dans cette mise en catégorie. Ce que je veux dire, c'est qu'on met en avant, en partie dans les médias, mais ailleurs aussi, on met toujours en avant les problèmes des minorités, et de plus en plus. Et ça a été d'ailleurs dénoncé récemment en ce qui concerne les stupéfiants, par un organe qui s'appelle l'Organe international de contrôle des stupéfiants, qui dépend de l'ONU, et qui a bien mis ça en avant, parce qu'à l'échelle mondiale, on est dans la même situation. Donc, je veux dire, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Essayons déjà de regarder un peu ce que la majorité des gens font et fait, et est-ce que l'on peut enseigner à la minorité qui peut-être, même si elle recherche ce plaisir, parce que de toute manière la drogue c'est la recherche de plaisir, que ce soit l'ecstasy, la cocaïne ou tout le reste, peut-être qu'on pourrait éventuellement l'orienter sur un autre plaisir. Ça n'a pas l'air de vous convaincre, M. Delisle. C'est-à-dire toutes les drogues sont très diverses, et selon les personnes qui les utilisent et selon le contexte dans lequel c'est utilisé, ce qui est attendu est tout à fait différent. On peut parler de recherche de plaisir avec des produits comme l'ecstasy ou autres. Peut-on parler de recherche de plaisir quand un jeune paumé dans une rue se défonce avec un mélange de bière mélangé avec du rohypnol, de Orthénal, et que le but de la manœuvre c'est d'être cassé? C'est une forme de plaisir aussi, c'est un plaisir. Une notion très extensive de la notion de plaisir. Monsieur Maxence. Est-ce qu'on pourrait également faire l'apologie du plaisir de vivre, du plaisir d'aimer sans la drogue tout simplement, du plaisir de faire du sport, du plaisir d'avoir l'éveil de la personne, du plaisir d'être libre sans drogue, et souligner que finalement la drogue d'une certaine manière, ça atteint à la fois à la liberté, à l'égalité, impossibilité d'égalité, et même à la fraternité entre les gens. Et moi, c'est très important. Je voudrais vous poser une question. C'est une atteinte à la liberté, une atteinte aux droits de l'homme. Je voudrais vous poser... Et c'est une mise en prison du dedans et du dehors de la personne. Je voudrais vous poser une question, parce que je suis très frappé depuis quelques minutes sur la tournure que prend ce débat. Il y a pratiquement une théologie des pour et une théologie des contre. Mais est-ce qu'on ne peut pas, au fond, dans une société normale, les spécialistes ont un métier qui est assez précis, c'est d'essayer, et notamment tout ce qui est dans l'univers associatif ou médical, c'est d'essayer d'aider ceux qui sont dans un cas, soit de consommation, soit de difficulté de santé, à les sortir de là. Donc, j'ai pas bien compris tout à l'heure votre discours sur les minorités, et encore moins le côté apologétique de la masse que vous avez faite. La masse, si tout va bien, point final.
Un médecin, il ne va pas s'occuper d'une masse qui va bien, il va s'occuper des difficultés qu'il rencontre. Docteur Delisle, je ne me trompe pas. Ah non, c'est notre mon raison dentiste, d'être. s'il m'arrache une dent qui est en pleine santé, naturellement, ça ne va pas du tout. Vous êtes d'accord? C'est la dent carriée dont je veux qu'il les soigne. éducateurs, les parents, ceux qui inculquent même Ouais. des valeurs, le mot valeur, on n'ose même plus le dire, Ouais. parce qu'on passe immédiatement pour être un affreux intégriste ou d'extrême droite. Mais les enseignants, les Vous savez qu'il en professeurs- existe aussi à l'extrême gauche. Non mais d'accord, heureusement vous me rassurez, mais c'est extrêmement important. Tel que Il vous y a êtes parti, également un rôle à tel que vous jouer. êtes parti, je suis pas sûr que ça vous rassure en plus. Mais non, ça me rassure. Ouais. Mais bien sûr, si vous voulez, le travail du Centre Marmottan, qui est un travail remarquable, vous avez raison, ce serait davantage un travail sur la réduction des risques. Et le travail du Centre d'Hydro, on a à peu près le même âge, si j'ose dire. Je ne parle pas des personnes, je parle des institutions. On a à peu près le même âge. Mais nous, on a travaillé surtout sur la prévention. C'est-à-dire Oui. comment faire en sorte que finalement, à 11 ans, 12 ans, 15 ans, les gens ne se laissent pas prendre, piéger, mais piéger dans le sens sérieux du terme, par la drogue. Et de l'autre côté, là vous avez raison, Monsieur Cavanagh, parfaitement, de l'autre côté, il y a le rôle du médecin, mais il y a également le rôle des parents, de l'éducateur, le rôle de l'image qui est envoyée par l'école, par le professeur. Il ne faut pas qu'on baisse les bras partout. On n'est pas obligé de ne parler que des malades. Vous voyez dans quel sens j'emploie le mot malade? pas bien. Il ne Non, s'agit pas pas bien. du tout de les considérer. Permettez-moi de donner une information. Vous avez sur votre écran un numéro qui est celui de Drogue Info Service. C'est un numéro vert, c'est-à-dire qu'il est libre d'appel, qu'il est gratuit d'appel et qu'il est totalement confidentiel. Et nous allons le faire revenir encore à 2 ou 3 moments dans cette dernière partie de l'émission, c'est-à-dire les 40 minutes qui nous restent, de façon à ce que ce soit utile à ceux qui, pour eux-mêmes, veulent se renseigner sans aucune forme d'intermédiaire que nous sommes d'une certaine manière. Donc directement, il reviendra ce numéro. Je vous propose un reportage pour rentrer dans la dernière partie, c'est-à-dire les politiques de prévention sont-elles efficaces et faut-il, oui ou non, dépénaliser ou au contraire accentuer la répression, qui est un débat qui n'est pas tranché dans nos pays européens, en tout cas pas d'une manière efficace. Les services de police se sont aperçus que de petites productions artisanales d'ecstasy du début, eh bien maintenant les trafiquants sont passés aujourd'hui à une fabrication beaucoup plus industrielle, même si l'appareil industriel n'est pas aussi visible que dans les drogues classiques, parce qu'il n'y a pas besoin d'abord d'élever dans des champs, de cultiver dans des champs des plantes. Les démantèlements de laboratoires clandestins se sont multipliés. Il y a une traque, elle nécessite une collaboration internationale des services douaniers et policiers relativement importante. Regardez ce reportage effectué par Lionel de Coninck, Ludovic Place, Jérôme Pin et Jean-Philippe Desbordes. Pour suivre ça, il a fallu du monde, en effet. Tous les policiers néerlandais passeront un jour ici, à l'Académie nationale de police. Une formation continue obligatoire pour tous, quelle que soit leur unité. Ces policiers viennent de différents services, mœurs, douane, brigade financière, et depuis un mois, un nouveau cours leur est imposé. Un cours sur les drogues synthétiques et l'ecstasy. Au début de chaque session, le professeur rappelle à ses élèves un principe simple. L'ecstasy est une molécule de synthèse. Pour la fabriquer, il faut donc des produits chimiques de base, qu'on appelle précurseurs. Exemple, le PMK, ou piperonalméthylcétone, la substance principale de l'ecstasy. André Elissen démontre alors à ses élèves l'ampleur des enjeux. Récemment, on a arrêté une bande de trafiquants de produits chimiques. En 3 ans, ils avaient importé illégalement 15 000 litres de PMK. Avec ces 15 000 litres, on peut fabriquer plus de 10 tonnes de MDA, c'est-à-dire d'ecstasy. Quand on sait qu'un kilo de MDA représente 10 000 cachets d'ecstasy, faites le calcul. Ça nous donne, tenez-vous bien, 105 millions de cachets d'ecstasy. En gros, un cachet coûte 1 franc à produire et il est vendu 50 à 60 francs dans les rues à Amsterdam. Si vous multipliez ça par 105 millions de cachets, vous aurez une idée des sommes qui sont en jeu. À chaque saisie d'ecstasy dans des laboratoires clandestins, des cassettes vidéo sont réalisées par la police hollandaise. Elles servent ensuite à la formation. Car selon les Nations Unies, la Hollande est le principal pays producteur d'ecstasy, peut-être, mais pas des matières premières qui servent à la fabriquer. Tout le monde montre du doigt la Hollande, mais je peux vous assurer que ce n'est plus un problème purement néerlandais. C'est un problème international et il ne faut pas se focaliser sur un seul pays parce que cette drogue-là, on ne la fabrique pas sans certains produits chimiques. Et je vous assure que ces produits chimiques ne sont pas fabriqués en Hollande. J'ai des exemples. On a eu des affaires dans le passé et les produits venaient de Belgique, d'Allemagne et aussi de France. Vérifier la provenance de ces précurseurs chimiques, c'est le travail de Kees van den Elzen. 2 jours auparavant, la police de Eindhoven, dans le sud de la Hollande, a investi un laboratoire clandestin de drogues synthétiques. Bilan, 3 personnes arrêtées.
Cet officier de renseignement appartient en fait à une toute nouvelle brigade. Créée en septembre 1997, l'unité des drogues synthétiques. Une unité qui a une mission, combattre le trafic d'ecstasy et de ses dérivés, et une priorité, le démantèlement des filières dans leur ensemble. Quand on combat contre le crime organisé, il faut attendre pour amasser tous les indices, toutes les informations, pour être sûr de punir les trafiquants, de punir chaque maillon de la chaîne. Dans ce cas précis, ils ont eu vraiment de la chance de démanteler ce labo. Mais c'était un peu tôt, alors maintenant, il faut reprendre l'enquête et remonter la filière. Discrètement installé au milieu d'une zone commerciale dans la banlieue d'Eindhoven, le quartier général de l'unité des drogues synthétiques. Une soixantaine d'hommes travaillent ici en permanence, dans le plus grand secret. Les rideaux sont toujours fermés. Leur mission, la collecte et le traitement d'informations sur les crimes liés aux drogues synthétiques partout dans le monde. Pour ça, le gouvernement hollandais a détaché à l'USD des fonctionnaires de police venant de tous les services. Des membres de la police judiciaire, mais aussi 8 officiers des douanes. Exemple, Cyril Van Atem. Par la force des choses, il est devenu un spécialiste des produits chimiques. En ce moment, il enquête sur un bateau suspect, un porte-conteneur qui fait route vers Rotterdam. Ce bateau, par exemple, il vient d'Extrême-Orient. Il contient à peu près 4000 containers remplis de marchandises. De toutes sortes de marchandises. On essaye donc de savoir, comme c'est déjà arrivé par le passé, s'il n'y a pas des produits chimiques précurseurs cachés dedans. Mon rôle, c'est donc de trouver la destination finale de ces produits chimiques. Pour l'aider dans sa tâche, une jeune avocate, Barbara Mutsaerts, à sa disposition toutes les bases de données informatiques disponibles sur la planète. Elle doit découvrir sous quelle façade apparemment légale se cachent les entreprises mafieuses aujourd'hui lancées dans le trafic des produits chimiques. Je ne m'intéresse pas aux bateaux qu'ils utilisent. Ce qui m'intéresse, ce sont les sociétés au départ et à l'arrivée. Savoir qui envoie ce container et qui le réceptionne. Ce que je dois trouver, c'est si ces sociétés existent vraiment, ou si ce ne sont que des sociétés écrans. Je dois trouver aussi à qui elles appartiennent, si ces gens ne sont que des prête-noms, des hommes de paille. Et je dois vérifier ensuite s'ils sont connus des services de police. Et tout ça, c'est pour comprendre les ramifications du réseau. Des structures complexes, des trafiquants bien organisés qu'il faut pour combattre, bien connaître. Peter Reinders, le directeur de l'unité des drogues synthétiques, a derrière lui 10 ans de lutte contre les mafias européennes. Pour l'aider dans son combat, le ministère de la Justice néerlandais a mis à sa disposition un magistrat. Cet homme, Hans Peters, est désormais spécialement chargé d'instruire les dossiers traités par l'USD. Selon les renseignements accumulés par ces experts, le trafic de l'ecstasy en Europe est tenu par une trentaine de criminels. Dans toutes nos affaires, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. Quelques-uns de ces criminels sont hollandais, mais il y a aussi des Suédois, des Anglais, des Turcs en ce moment. Et puis, il y a aussi d'autres nationalités comme des Espagnols. Nous enquêtons sur ces gros bonnets et sur leurs organisations. Des organisations nationales et internationales qui gèrent ce trafic. Vous connaissez leurs noms ? On a assez d'informations pour vous dire qu'on les connaît, presque tous, mais nous n'avons pas assez de preuves pour les arrêter. Vous êtes certain qu'ils trafiquent, mais vous ne pouvez pas le prouver. Nous sommes sûrs et certains qu'ils financent ce trafic et qu'ils gagnent beaucoup d'argent, des sommes qu'ils ne peuvent pas justifier. Arrestation difficile par manque de preuves. Alors, en attendant, on s'en remet aux contrôles aléatoires. À 300 km d'Eindhoven, la frontière franco-belge. Les douanes françaises patrouillent ici tous les jours à la recherche d'ecstasy en provenance de Hollande ou de Belgique. Ce matin-là, sur l'autoroute A1, entre Lille et Paris, les douaniers de Lille fouillent des véhicules au hasard de leur passage.
Des labradors ont même été récemment dressés pour détecter les drogues synthétiques. Car pour les douaniers, une saisie d'ecstasy, c'est presque devenu de la routine, une situation qu'ils déplorent. Il y a 5 ans, on n'en voyait quasiment pas. Bon, depuis 5 ans, on en voit tout à fait régulièrement. Les saisies donc, progressent tous les ans. Et on se rend compte ici dans la région lilloise, avec notamment les boîtes de nuit en Belgique. Donc il y a une forte consommation d'ecstasy, notamment dans ces boîtes de nuit. Et bon, le gros danger, c'est que ça s'adresse à une population qui est vraiment jeune. La région Nord-Pas-de-Calais est devenue un lieu de passage privilégié pour les trafiquants d'ecstasy. La preuve, 120 000 cachets saisis l'an dernier par les douanes. À 200 francs la pastille, c'est quand même porter des coups aux trafiquants. Maintenant, je ne pense pas avoir la prétention de vouloir tout arrêter partout. Simplement, c'est essayer de maîtriser ce trafic et de montrer que quelque part sur la route du trafiquant, il y a des gens qui sont là pour les empêcher de trafiquer. Être sur la route des trafiquants. Vendredi dernier, les hommes de la brigade de recherche d'Aluin, près de Lille, étaient sur le point d'arrêter un passeur. Sans succès, mais l'enquête continue. Samedi, le lendemain soir, à Paris, il est 23h30. Ces 3 jeunes gens d'une vingtaine d'années s'apprêtent à sortir pour s'éclater, se défoncer la tête, comme ils disent. Ils veulent de l'ecstasy et ils savent qu'aux alentours de certaines boîtes de nuit parisiennes, inévitablement, un vendeur d'ecstasy les abordera. Ouais. Je sais pas, ouais. Viens, on se fout là, au métro. Ouais. Essaye de me sortir les bons direct, quoi. Ils sont bien. Ouais. Ok, tu me les fais avant caisse? Ouais, bien caisse. Ouais, ok. Tu prends 3? Hein? Non, j'en prends 2, c'est bon. Ok. On fait comme ça. 10 minutes se sont écoulées et à leur retour... Bah c'est tout bon. Ouais, c'est bon, c'est cool. Qu'est-ce que vous avez trouvé alors finalement? On a trouvé deux ecstasy, 2 califs, je crois que c'est. Vous pouvez nous montrer? C'est ça, c'est l'ecstasy Doued, c'est un des plus courants. Mais ça marche parce que c'est celui qu'on a rencontré le plus et qui... Et ça, c'est bon pour faire la fête alors? C'est suffisant. À Paris, un cachet d'ecstasy coûte environ 150 francs. De 32 cachets saisis en 1987 par la police, on est passé 10 ans plus tard à 349 000. L'OCTRIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, estime que 90% de l'ecstasy consommée en France provient des Pays-Bas. Voilà, si vous venez de rejoindre cette émission, c'est La Marche, c'est en direct. Nous parlons ce soir des drogues de synthèse et nous abordons dans les 25 minutes qui nous restent la dernière partie de cette émission, à savoir la dépénalisation ou au contraire la politique de répression. Chacun fera les choix et vous allez entendre les arguments. Quelques points de questionnement avant de rentrer dans cette dernière partie du débat. Avec vous, Monsieur Leclerc, comment l'ecstasy notamment est-elle importée? Quelles sont les routes de l'ecstasy si ça existe? Oui, il y a des routes puisque on en trouve maintenant dans pratiquement tous les pays du monde. L'année dernière, il y a eu 33 pays qui ont été touchés par des saisies dans le monde, donc il y a des routes. Alors si on concentre un petit peu nos propos sur l'Europe, oui. Ça a été bien expliqué dans le reportage. La fabrication essentielle actuellement en Europe se fait aux Pays-Bas et puis dans certaines républiques de l'ex-bloc soviétique, donc la Pologne. Vous voulez dire d'Europe centrale, c'est ça? Pologne, République tchèque, Roumanie, Bulgarie, oui. De façon plus certaine. Mais ce qui est relativement intéressant aussi à noter maintenant, c'est qu'on trouve des laboratoires aussi dans d'autres pays du Sud. L'Espagne est un grand consommateur et il y a eu l'année dernière le plus gros laboratoire de démantelé près de Barcelone. On en a trouvé en Allemagne, en Autriche. On a eu un embryon en France, à Marseille, et donc je peux vous dire que c'est partout dans le monde. Voilà. Partout dans le monde, il y a des laboratoires et des trafiquants comme dans tous les produits. Vous êtes en train de dire qu'au fond il n'y en a pas beaucoup en France, c'est vrai ça? C'est où on ne sait pas? On doit être très mauvais, donc on n'en trouve pas, mais si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que... c'est votre réponse, c'était pas ma question, ça, franchement. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que pour l'instant, on voit quand même... Les saisies sont quand même des indicateurs assez intéressants des flux. On l'a bien montré, l'année dernière, il y a eu 190 000 saisies de doses, dont 120 000 dans la région nord. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a 3 quarts... Qu'il y a un entonnoir d'entrée. Donc, et sur ces saisies, ce qu'il faut quand même dire aussi, parce qu'il faut être réaliste, elles n'étaient pas toutes pour la consommation française. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 30% des saisies qui étaient destinées au marché intérieur. Mais... selon vous, les drogues de synthèse dont nous parlons, est-ce qu'elles ont, entre guillemets, un bel avenir devant elles parce que c'est très difficile?
Je crois que elles ont un bel avenir. Il faut quand même, si vous voulez, sur des phénomènes comme ça, essayer de prendre un peu de recul. Ce qui est sûr, c'est que depuis 5 ans, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une explosion assez intéressante, exponentielle. Maintenant, est-ce que c'est pas un phénomène de mode qui va passer? Ce qui est sûr, évidemment, actuellement, c'est qu'on peut supposer que certains trafiquants ont estimé que c'était plus intéressant de fabriquer localement, c'est-à-dire que ça leur évite d'aller chercher les produits naturels, de les faire transporter, éviter donc un certain nombre d'étapes essentielles dans le trafic actuel des produits naturels, à savoir transport, import-export, corruption au passage, etc. Donc l'intérêt des drogues synthétiques, c'est qu'on les fait localement. On peut même fabriquer ces précurseurs chimiques maintenant, on le voit en Thaïlande, avec justement des arrestations de laborantins des Pays-Bas. Oui. Donc, ça a certainement un bel avenir. En réalité, c'est un grand business mondial. Toute la drogue est un business mondial. On a une idée du chiffre de ces drogues de synthèse ou pas du tout? Vous savez, on fait toujours des extrapolations sur les chiffres, quels qu'ils soient et quels que soient les produits. Dans la mesure dans un phénomène clandestin, et qu'en plus, à ce moment-là, là, on a vraiment très peu de références pour les drogues chimiques, puisque bon, si on veut faire des éventualités de probabilité sur les drogues naturelles, on peut déjà, par exemple, prendre le nombre d'hectares cultivés de feuilles de coca, on saura ce que ça donne comme cocaïne, et on pourra éventuellement faire des chiffres. Mais là, en drogue synthétique, on ne peut pas, c'est absolument impossible. Alors, je vous pose maintenant la question de savoir si, à votre avis, il faut dépénaliser, et d'ailleurs, mettons-nous bien d'accord sur le mot dépénaliser, ou s'il faut au contraire amplifier une politique de répression, sachant que nous avons des exemples dans les pays européens contradictoires et qu'au fond aucun n'est guère plus efficace que l'autre. J'exagère en disant ça? Non, je ne crois pas. Non, on ne pourra jamais empêcher la consommation de produits. Très bien. Alors, Monsieur Liebenstein, quel est votre avis? À vrai dire, j'ai peu réfléchi sur l'ecstasy. Ma réflexion est surtout sur le cannabis. Oui. Et en voyant tous ces reportages, ça ne fait que me conforter, parce que si mes souvenirs sont bons, l'Octrice avait il y a 10 ans, 15 ans, 30 agents, et maintenant il y en a à peu près 300. Et on ne peut pas dire que la guerre a été gagnée contre la drogue. Non, alors ça, si vous voulez, on ne va pas commencer comme ça, parce que bon, est-ce qu'on a... Non, mais là, je suis attaqué directement. Ce que je veux dire, c'est que, très rapidement, est-ce qu'on a gagné la guerre contre les vols de voitures, contre les viols, contre... Non, donc là, je ne peux pas laisser passer ça, parce que, de toute manière, l'objectif répression 100% n'existe pas dans les sociétés. Je ne peux pas laisser passer votre phrase sur les minorités non plus, et je me tais. Non. Alors, Monsieur Liebenstein a la parole, Cachou ensuite. On y va. Bon, moi je pense profondément qu'il y a une cassure. Ce qui m'intéresse ici, c'est autant l'avenir de la démocratie et de la République que l'avenir de la drogue. Et que dans ces conditions-là, il faut tenir compte d'un certain nombre de phénomènes. Je ne peux pas séparer l'usage de la drogue de tel ou tel produit. J'ai déjà dit tout à l'heure qu'il y avait des nouveaux produits sur le marché parisien alors qu'on est en retard d'une guerre. Je ne peux pas quitter de ce contexte. Ce contexte est le suivant. Organisation de mafias généralisées et qui prennent en main non seulement le trafic de stupéfiants, mais la vie dans certaines villes et dans certaines banlieues. Et on le sait tous que ce phénomène est en train de se développer. Deuxièmement, on ne sait pas quels produits se vendent et se consomment. Troisièmement, on n'a aucune possibilité d'avoir une sanction sur les trafiquants. Alors, la proposition qu'on peut faire, c'est pas la dépénalisation, c'est la légalisation. Pourquoi la légalisation? Oui. Pourquoi? Pour justement empêcher aux mafias de faire des profits et de se constituer, alors que la dépénalisation ne permet pas le démantèlement des mafias. Elle continue de faire... Dans cette optique, Monsieur Liebenstein, la légalisation pour vous, ça veut dire quoi? Si vous ça veut voulez dire la empêcher mise les en mafias vente dans des endroits à déterminer, bureau de tabac ou officine spéciale, d'un produit qui est quantifié, par exemple en delta 9 hydrocannabinol pour le cannabis, on sait ce qu'on vend et on sait ce qu'on donne, et de punir par exemple la vente aux mineurs, de punir la vente d'autres produits plus forts ou adultérés, etc. Et si vous voulez tarir les sources mafieuses de fabrication, de réseaux et de dealers... C'est impossible, j'ai entendu tout à l'heure... Non, je n'ai pas fini ma question. Qui fabrique, dans votre système de légalisation, qui fabrique? Comme la CETA. C'est ça. Donc, allons jusqu'au bout, une sorte de monopole d'État ou en tout cas d'autorisation de mise sur le marché. On pourrait au moins en faire l'expérience pendant 1-2 ans
pour voir ce que ça donne et si la situation est moins mauvaise. On pourrait redéployer les effectifs de police dans d'autres quadrillages et des choses de cet ordre. Monsieur Maxence, on patiente et on se calme encore, sinon je vous donne quelque chose du genre de ce dont on parle ce soir. Il faut qu'il termine. Bien. Voilà, pardonnez-moi un instant. Maintenant, je voudrais dire, pour devancer ce que dit Jean-Luc Maxence, que je n'ai aucun plaisir à dire ce que je viens de te dire. Je me doute bien, vous êtes un médecin. Je n'ai aucun plaisir du tout, je ne suis pas apologetique de la drogue. Alors, vous dites expérience de légalisation. J'essaie de protéger, parce que c'est dans des pays où des millions de jeunes transgressent la loi, ils apprennent le mépris des autres lois. Ils apprennent le mépris de la démocratie de la République qui ne sait pas faire appliquer ces lois. Et on en profite pour leur filer toutes les cochonneries dangereuses possibles. Mais pour les utiliser aussi, pour créer l'intégrisme dans les banlieues, pour contrôler les gens. Enfin, je veux dire, ça a des répercussions sociales absolument épouvantables. Et c'est dans ces conditions, je ne peux pas accepter ce que M. Leclerc a dit des minorités. Alors, Cachou et vous, Valérie, quel est votre avis? Faut-il dépénaliser? Faut-il faire une expérience de légalisation? Faut-il accentuer la répression? Et contre qui d'ailleurs? Personnellement, je suis fondamentalement anti-prohibitionniste. C'est-à-dire pour le respect des libertés individuelles, la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas autrui. À partir du moment où un individu sous l'emprise d'un produit gêne quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, effectivement, il faut mettre des limites. Mais à partir du moment où il ne fait que prendre le produit et s'amuser, je ne vois pas où l'État doit intervenir. Y compris si vous détruisez votre santé, vous dites que c'est votre droit. Y compris si vous détruisez votre santé, vous dites c'est mon droit. Absolument. Par contre, à partir du moment où je choisis de me sortir d'une situation délicate par rapport à la consommation d'un produit, j'estime qu'effectivement, je dois pouvoir avoir accès à des soins. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que tant des médecins que des structures sociales que l'État lui-même a le devoir de protéger un certain nombre d'individus contre leur propre destruction? Ça s'appelle assister des personnes en péril ou en danger. Est-ce que cette idée-là vous gêne? Un petit peu, oui. Oui. C'est ça que j'ai envie de dire. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Vous, docteur, non? Bien sûr que non. Et au contraire, je pense que je n'ai pas pu développer tout ce que je... Faites-le, je vous en prie, maintenant, parce que vous n'aurez plus beaucoup de tours de passage. Donc vous le faites et après d'autres personnes. Valérie, on laisse parler M. Liebenstein, après c'est votre tour, d'accord? Bon, vous pouvez parler. Non, je vous en prie. Non, moi, je pense profondément que le travail, on pourrait parler de la prévention d'une façon plus large et plus généralisée, plus systématique, mais la prévention particulière, c'est justement des lieux d'accueil spécialisés, comme nous essayons de le faire, où à travers l'écoute et les propositions d'une sortie de l'esclavage de la drogue, on peut faire une véritable pédagogie et signaler aux usagers que cette possibilité leur est offerte. Ce qui vous intéresse, vous, c'est pas la drogue, c'est la toxicomanie dépendante, c'est bien ça? Ce qui m'intéresse, c'est la souffrance et la douleur des gens. Ouais. Bon, et je pense, ça c'est là où je me sépare de mes jeunes compagnons, que l'usage des drogues aboutit tôt ou tard à une certaine souffrance et à une certaine difficulté. Valérie, vous n'avez pas... Effectivement, j'approuve. Dites ce que vous avez à dire parce que probablement nous ne reviendrons plus. Bon, il est déjà à 22h18. Si on parle de l'ecstasy, molécule MDMA, effectivement, il ne faut pas tout mélanger. Les produits, à l'heure actuelle, qui tournent sur le marché, contournent la loi en créant de nouvelles molécules de synthèse qui n'ont plus rien à voir avec le produit original. Alors, légalisation? Souvent. Légalisation, oui. Dépénalisation? Dépénalisation. Répression? Répression, non, ça ne marche pas, ça on le sait, on a déjà essayé, c'est pas la peine. Information... Attendez, je vous arrête un instant. Quand on dit ça ne marche pas, la répression sur les consommateurs, certes, ou sur les petits dealers... Elle se trouve, pour 50 francs, vous trouvez ce que vous voulez à l'heure actuelle. Permettez-moi, vous voulez connaître ma question? Comme ça, je ferai écouter votre réponse. Mais personne ne dit un mot du fait que la communauté internationale est tout à fait incapable. Elle est capable d'aller faire la guerre dans le Golfe, en Yougoslavie ou ailleurs. Elle n'est pas capable de s'attaquer aux centres de production, aux circuits financiers, au blanchiment de l'argent et à tous ceux qui en vivent. Et pour qui, pour certains, ont une façade publique. Oui ou non? Oui, effectivement. Oui ou non? C'est l'argent qui est roi. On en parle ou on n'en parle pas? Ou c'est encore tabou? Je reviendrai en deuxième semaine. C'est l'argent qui est roi, alors. De toute façon, Valérie, terminez votre propos. Oui, effectivement, mais peut-être qu'il faut aussi informer les gens avant tout sur ce qui existe, sur ce qui tourne sur le marché. Et puis, de toute façon, quelqu'un qui va prendre de l'ecstasy ou qui va essayer, je veux dire, au bout d'un moment, il va peut-être en faire le tour aussi. Oui, docteur Delisle. C'est pas forcément malheureux à long terme. À propos de ces questions qui sont débattues, je crois que d'abord, ce qu'il importe de voir, c'est que toute politique qui serait développée, soit de dépénalisation, soit de légalisation, par exemple pour le cannabis, ne pourrait se concevoir
que dans la seule mesure où il y aurait une réelle politique de prévention qui serait mise en place, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. C'est-à-dire il est évident, et ça a été évoqué tout à l'heure, que l'essentiel de l'information qui est donnée aux jeunes gens sur des drogues nouvelles, c'est qui l'a fait tourner aujourd'hui à Nice, l'information. Nouvelles comme l'ecstasy, venait pour l'essentiel d'autres usagers. Et il est quand même tout à fait étonnant qu'aucune information un peu sérieuse, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des gendarmes qui allaient dans certains lieux, n'ait les moyens actuellement d'être donnés aussi bien aux familles d'ailleurs qu'aux jeunes gens sur ce type de produits. Et qu'on est toujours dans un déni de la consommation, comme si ces questions n'en existaient pas et qu'il ne fallait pas en parler sous peur que ça commence. Donc vous dites, première chose, la prévention de terrain et l'information à l'école, carrément. Absolument. Deuxièmement, développer ce qui est fait alors auprès des gens qui sont déjà usagers, c'est-à-dire pour éviter que des complications liées à leur usage, donc tout ce qui est fait dans les soirées, les rêves, développer ce type d'information. Il a dit quelque chose à Cachot. Inclure les usagers dans la prévention à travers des associations comme le Tipeee, il est clair, le CIRF également au niveau du cannabis. Valérie, encore une parenthèse, qui fait la prévention à Nice, dites-vous? Ou enfin sur la côte, vous avez sur la côte, le Tipeee ou les gens qui en ont consommé, effectivement, ou qui... Non, vous disiez quelque chose tout à l'heure. Oui, effectivement. J'ai pu mettre la main sur un truc qui m'a paru scandaleux, c'est quand même... Vous éviterez de faire de la publicité, non? Non, je ne dirais pas de qui c'est bien, c'est une secte, à l'heure actuelle, qui fait tourner de la diabolisation de la drogue, en idée de mort, en idée de l'ecstasy, ça pose un problème. Personnellement, j'ai pas de problème dans ma famille, j'ai des gens qui m'aiment autour de moi, je suis équilibrée, j'ai même une fonction de responsabilité, tout va bien pour moi. En l'occurrence, justement, les messages de prévention qui sont diffusés par des associations comme Tipeee ou d'anciens usagers qui ont évidemment une efficacité. Non une efficacité qu'à partir du moment où cette prévention est faite par des gens comme eux, c'est-à-dire qui ont déjà connu, qui ont une certaine proximité, qui connaissent, etc. Ce qui signifie que pour que ce type d'action de prévention puisse être développé, il faut évidemment que l'usage de ces substances ne soit plus illégal. Au moins modifié. Car dans la mesure où actuellement l'usage simple reste encore une chose tout à fait interdite qui peut faire encourir 1 an de prison aux personnes qui sont usagères, il est clair que cela empêche ou cela gêne en tout cas des actions de prévention qui seraient faites pour la loi EVA. La loi EVA sur la des actions de prévention qui seraient faites par les usagers eux-mêmes. Or, et j'en finis là, on a en France un succès de la prévention. Il y a eu une action de prévention ces 10 dernières années qui a été extraordinairement remarquable. C'est la réduction de la contamination par le virus du sida chez les toxicomanes par voie veineuse. Et cette action, qui est la seule action de prévention qui ait vraiment donné des résultats radicaux en l'espace de 10 ans, est liée à un phénomène. Ce phénomène, c'est la libéralisation de la vente des seringues. C'est-à-dire le décret, ça m'arrive, le décret de Madame Barzac en 1987, qui était une première entente. Monsieur Maxence, je serais prêt à reprendre à l'égard de Monsieur Maxence pour le laisser parler maintenant. Que vous lui donnez tout à l'heure. Vous faites court et vous le laissez parler. Allez. La loi EVA, on s'est bagarré. C'est une loi qui interdit de faire de la publicité pour l'alcool et pour le tabac. L'équivalent de cette loi EVA, c'est l'article 630 qui était dénoncé tout à l'heure pour les stupéfiants. Par parenthèse, alcool et tabac en France, combien de morts par an? Oui, mais grande réussite de cette loi EVA. Attendez, monsieur Cavada, grande réussite, c'est-à-dire depuis que la loi EVA, depuis que sur votre paquet de cigarettes, il y était écrit abus d'alcool est dangereux, eh bien, il y a eu des progrès. Non, ça c'est sur la bouteille quand même. Oui, non, également sur la cigarette, vous regardez. Oui, ça c'est abus de tabac, oui. Abus de tabac, vous le verrez. Bon, ça c'est le premier chose. Vous le laissez parler. Et alors, laissez-moi quand même dire une chose, c'est-à-dire que plutôt que de souscrire à une espèce d'appel du prosélytisme général, moi je préfère, peut-être que je vais vous paraître simple, je préfère rejoindre tranquillement mais avec fermeté l'appel des associations qui d'ailleurs était coordonné par Environnement sans frontières, je crois qu'ils sont dans la salle, avec le soutien des Nations Unies. Peut-être que les Nations Unies, pour vous, c'est pas grand-chose. Avec le soutien de l'UNESCO. Mais arrêtez d'essayer de savoir ce qu'il y a dans ma tête. Faites-nous savoir ce qu'il y a dans la vôtre. 80 pays qui fait entendre la voix des plus jeunes, 18-21 ans, et qui demandent une vraie politique de prévention. Et là où je vais peut-être rejoindre le docteur Olivenstein, qui demande des moyens de subvention réels au niveau argent, dans nos associations, que ça soit dans le soin, que ça soit dans la prévention,
prévention, on est payé avec 6-7 mois de retard. On a des découvertes d'1 million, on ne sait pas où passe cet argent, alors qu'on nous fait des grands discours sur la Milt qui va dans des cocktails, qui habite un siège social luxueux. Ça, c'est scandaleux. Et on devrait avoir les moyens pour vraiment lutter pour qu'il y ait un 21e siècle libéré des drogues. Et non pas uniquement se polariser, uniquement, même si je respecte encore une fois la politique de réduction des risques, mais la politique de réduction des risques, c'est un tout petit rond par rapport à un énorme rond qui est un problème de promotion globale à la santé, qui est un problème de politique au sens noble du terme et pas politicard. Et c'est ça, la passion même du Centre d'Hydro depuis 25 ans, c'est encore une fois de travailler en amont, mais qu'on nous donne les moyens, aussi bien aux cliniciens, comme il y en a sur cette table, qu'aux préventeurs, qu'aux intervenants de prévention. Donnez-nous les moyens financiers de travailler. Je croyais être le plus utopiste, mais un monde sans drogue, c'est... J'avais l'impression d'être le plus utopiste dans l'histoire, mais en fait, un monde sans drogue, c'est l'utopie totale. Regardez aux États-Unis. Monsieur Leclerc prend la parole maintenant. Vous avez parlé, mademoiselle, maintenant monsieur Leclerc. Allez, j'ai 2 ou 3 petites choses à dire. D'abord, effectivement, la question, c'est pas effectivement de savoir si on dépénalise ou on légalise, c'est savoir... Pourquoi c'est pas la question? La question pour moi, c'est comment la société peut-elle éviter l'abus des drogues, déjà. Ok. Donc, je reviens sur l'idée de minorité tout à l'heure. Quand j'ai dit qu'il ne fallait pas s'occuper des minorités, c'est pas du tout ce que je voulais dire. J'ai dit qu'il faut s'occuper des minorités quand on laisse parler la majorité. C'est ça que je voulais dire. Donc, prévention, effectivement, encadrement des ados, information sur les effets des drogues, etc. Et appliquer réellement une loi qui, effectivement, a été votée à une époque, peut-être un peu dans la passion, comme un certain nombre de lois, mais la loi de 70, avec des moyens accrus. Parce que la loi de 70... Elle est encore adaptée, la loi de 70, monsieur Leclerc? À mon avis, elle est adaptée si on l'applique avec des moyens qui sont donnés aux magistrats, qui pourraient éventuellement avoir des médecins auprès d'eux, avoir des centres de soins. Les circuits ont changé. Non, mais les circuits ont changé, mais a beaucoup évolué. Le problème reste le même. Le problème reste le même. Vous trouvez? Bon, bien sûr. Que ce soit un toxicomane au cannabis ou que ce soit un toxicomane à l'ecstasy, le problème est le même. Il y a des toxicomanes au cannabis. Donc moi, si vous voulez légaliser, c'est très bien. M. Liebenstein parle de légalisation du cannabis. Déjà, on a vu tout à l'heure que c'était dépassé, puisqu'on est dans un système de polytoxicomanie. Ils en sont les exemples vivants, ils nous l'ont dit. Et en plus, si vous voulez, ça rejoint finalement quand même un problème mondialiste. On est dans des engagements internationaux très très larges. Là, on fait du dialogue franco-français. On va légaliser, dépénaliser en France, mais on a des engagements internationaux actuellement. Simplement pour vous dire, tiens, cette semaine, ils sont remis en cause à partir du mois de juin. Cette semaine, actuellement, il y a une session de la commission des stupéfiants à Vienne qui est en train de préparer une assemblée générale extraordinaire sur les drogues qui va se tenir à New York au mois de juin. Essayez de voir si dans l'assistance des pays qui sont présents, c'est-à-dire une bonne centaine de pays actuellement à Vienne, si y a un mouvement général de légalisation. Donc si on généralise la légalisation, peut-être qu'il y a des pistes, mais à partir du moment où il y a un seul pays qui ne le fait pas, il y aura à ce moment-là des effets pervers de trafic induits par des contrebandes, etc. Donc je veux dire, si on parle de légalisation, on légalise partout. Okay. Mais je pense quand même qu'on en est très loin et que le message qui a été dit, à savoir essayons de nous occuper de nos jeunes, Vous induisez une piste qui est tout à fait intéressante et généralement peu exprimée, si vous me permettez, Monsieur Leclerc. Vous avez l'air de dire que où il y a une lutte mondiale à égalité de moyens et en tout cas d'effets, de résultats, ou alors c'est plutôt information-prévention sur le terrain, c'est ça? Bien sûr. À partir du moment où subsisteraient des pays qui continueront avec des producteurs en condamnant l'usage et le trafic, à partir de là, vous aurez obligatoirement des phénomènes clandestins qui vont se développer de toute manière. Et même si d'ailleurs, je termine s'il vous plaît, même si d'ailleurs on légalise de façon générale, la contrebande de cigarettes ne s'est jamais aussi bien portée. Or, c'est légalisé dans tout le monde. Les mafias en profitent avec des sommes énormes. Vos collègues qui sont sur le terrain ne sont pas démoralisés de faire la chasse à des petits dealers, de moyens trafiquants? Mais pourquoi on serait démoralisé? Attendez, je pose ma question. Et vous allez voir qu'elle n'est peut-être pas sans intérêt, vu qu'elle ne sort pas de mon petit cerveau, mais que je l'ai épuisée quand même dans un certain nombre d'études et de travaux de fond.
quand on voit la masse financière, le mouvement mondial financier, de l'argent venu de l'exploitation de la toxicomanie, est-ce que c'est pas décourageant de courir avec ses petites chaussures derrière un dealer qui vient de prendre 2 grammes de quelque chose? C'est pas fini. Non, sérieusement, je pose une question très sérieuse. Je pense je pense que les services répressifs ne se sont pas rentrés dans ces métiers-là pour se poser ce type de questions. Je veux dire, c'est aussi démoralisant que de se dire qu'il y a 100 000 vols de véhicules et qu'il n'y a que 3 000 arrestations par an. C'est une vocation permanente, vous voulez dire. Moi, je pense Cachou et Valérie, là, vous avez un mot à dire? Pas d'état d'âme. Il y a un petit peu de démoralisation parce que je constate sur le terrain, malgré tout, que quand la plupart du temps, en tout cas dans les grandes agglomérations, des jeunes se font interpeller, en l'occurrence avec du cannabis, et ben souvent les policiers leur rendent, simplement. Et vous, avec votre expérience, pas de procédure. Vous, avec votre expérience, vous aidez des gens à ne pas tomber dans de la drogue qui ne pourrait plus dominer, vous deux? Impérativement. Mademoiselle? Impérativement. Aucune dépendance, qu'elle soit, bon... Et vous passez du temps, de votre temps à ça? Bien sûr, ça fait des années que oui, effectivement. Je me sens responsable dans le sens où il y a des choses qu'on peut pas laisser continuer telles qu'elles sont à l'heure actuelle, parce que bon, se sentir coupable, ça marche pas, se sentir dépendant, en l'occurrence de l'ecstasy, finalement on s'aperçoit qu'on ne l'est pas forcément, pas comme on le serait avec l'héroïne ou d'autres drogues. Monsieur Olivenstein, pendant longtemps vous avez fait une sorte de vœu de silence sur ces problèmes. Est-ce que c'est vous-même par fatigue de redire toujours les mêmes choses? Est-ce que c'est parce que ça évolue d'une façon si rapide que vous vouliez voir les nouveaux horizons de la drogue? Non, je me suis tu parce que je n'ai aucune certitude et qu'une position publique de quelqu'un qui est spécialiste a un poids qui le dépasse. Et donc je ne voulais pas, excusez-moi, dire des conneries. Ni prendre des décisions. C'est pas de gaieté de cœur que je demande la légalisation du cannabis. Mais moi, je vois des jeunes tous les jours, pas seulement mes patients. Je suis invité dans des trucs, des réunions, des choses, des concerts, etc. Et quand je vois cette espèce de désarroi, quand je vois l'immense désert des valeurs, l'immense désert, parce qu'on ne peut pas lutter contre la drogue dans une société qui perd des valeurs, ça me paraît rédhibitoire. Eh bien, je préfère laisser ma réflexion et sortir quand elle devient mûre, à peu près mûre. Sur le cannabis, je sais. Sur l'ecstasy, je ne sais pas. Bon. Je crois profondément, on nous dit par exemple l'ONU, on nous met l'ONU, c'est scandaleux ce que les fonctionnaires ont fait du PNUCID par exemple, etc. Ce n'est que réunion que sur réunion, des budgets fous dépensés pour la réunionite et peu d'actions sur le terrain. Moi je suis un soignant et je rejoins pour une fois Maxence, quand on me notifie un budget en novembre pour l'année qui s'est écoulée, comment voulez-vous qu'on entreprenne quelque chose? Je veux dire, la part ridicule de laisser aux soins en France en particulier, qui représente à peine le budget d'un hôpital moyen. C'est pas possible, c'est pas pensable, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut créer le plus cible des soins. Je vais terminer. Le plus cible des soins, sans subir la justice, le coup près de la loi. Vous avez pu commencer à essayer ce soir, bien que je reconnaisse volontiers que c'est un terrain, c'est la Xème émission que nous faisons dans la marche depuis 10 ans sur ce sujet. Sur ce sujet précis, c'est la première, c'est-à-dire les drogues de synthèse, mais sur ce sujet de drogue de synthèse comme sur les autres, subjectif et c'est d'une passion inouïe. Vous terminez, docteur Delisle? Eh bien, je pense que vis-à-vis de ces problèmes de nouvelles drogues, en fait, la nouveauté n'est pas là où on la croit, c'est-à-dire c'est pas du côté des nouvelles molécules, du MDMA, etc. Peut-être que la nouveauté, c'est que l'on est toujours dans une période où justement les crises des valeurs deviennent de plus en plus profondes, de plus en plus massives, où les personnes sont de plus en plus égarées et sont sans doute amenées à expérimenter des choses qui vont peut-être apaiser, calmer, soulager les choses dans l'immédiat. Et je crois que dans ce cadre-là, il est évident que dans la période qui vient, les problèmes de drogue vont continuer à se développer et que la réponse à trouver est une réponse de société, est une réponse d'aide, est une réponse de soutien, est une réponse de recherche de responsabilité. Ce n'est pas la loi qui résoudra le problème. De toute façon. Je vous remercie de votre conclusion qui sera, si vous me permettez, le dernier mot de cette émission. Je voudrais vous recommander 2 ou 3 documents, ouvrages. De M. Maxence, La défense médicamenteuse, aux éditions de Le Rocher, c'est un livre d'il y a 2 ans. De Sylvie Gesmar, Vieviorca, Les toxicomanes ne sont pas tous incurables, au Seuil, un livre de cette année.
Troisièmement, je voudrais vous recommander un fascicule de prévention distribué gratuitement auprès des jeunes à l'initiative notamment de l'association Technoplus, qui nous a d'ailleurs aidé à construire cette émission. Ça s'appelle Réduction des risques. Il s'agit de la sexualité, il s'agit d'un certain nombre de drogues, dont le LSD, les amphétamines, etc. Et enfin, quatrième point, je signale l'existence d'une brochure de l'UNESCO qui s'appelle Pedro, dans cette revue trimestrielle de l'UNESCO, qui a été réalisée pour ce numéro exceptionnel avec la Commission européenne. On vous propose un numéro consacré aux drogues de synthèse, et ça s'appelle « Nouveaux défis pour la prévention ». Je voudrais maintenant vous lancer une sorte d'information appel. Mai 68, ça vous rappelle forcément quelque chose pour ceux d'entre vous qui ont plus de 35-40 ans. Mai 68, c'était il y a bientôt exactement 30 ans, le mouvement du 22 mars d'abord, puis mai 68. Votre mai, le vôtre, celui que vous avez vécu, eh bien ce sera le thème de la marche du siècle, non pas la prochaine, mais celle dans un mois, que nous réaliserons en collaboration avec nos confrères de Paris Match. Je vous dirai ça dans un instant. D'abord, Florence David a quelque chose à vous montrer. 30 années ont passé depuis ce mois de mai 68 explosif. Toute une jeunesse avide de liberté était dans la rue, comme cet étudiant, vous peut-être, pour voir Alain Gesmar, l'un des leaders de 68, négocier avec la police. Vous encore, parmi ceux qui dépavaient la rue. Dans votre mémoire ou dans vos albums de photos, qu'avez-vous gardé de ces nuits de barricades et de violence ? Sans être les acteurs des événements de 68, peut-être en étiez-vous les témoins. Vos clichés et vos films en attestent. Aux côtés des ténors de mai 68, comme Daniel Cohn-Bendit, surgissaient parfois des visages nouveaux. Où sont-ils aujourd'hui ? Mai 68, France paralysée, que reste-t-il de vos jours de grève ? Des milliers de filles et garçons battaient le pavé, point levé, pour qu'on interdise d'interdire. Où sont-ils? Qu'ont-ils fait de leur printemps? Au plus fort du mouvement, le pouvoir est prêt à vaciller. Alors, c'est une autre France qui investit la rue. Des anonymes, vous peut-être. D'un côté ou de l'autre des barricades, la marche du siècle veut faire revivre vos témoignages, vos films et vos photos, parce que c'était votre mai 68. Donc vous avez bien compris que dans un mois, nous faisons une marche du siècle sur votre mai 68, c'est-à-dire vu du côté de ceux célèbres ou anonymes, et cela nous intéresse au moins autant que les autres, qui, pour une raison ou une autre, ont été dans la rue ou au contraire n'y sont pas allés. Qu'en est-il resté pour votre vie intime, personnelle, votre vie familiale, la vie dans l'entreprise, les relations dans la société? Et si vous possédez des documents, des photos, des films amateurs dont nous serions éventuellement très preneurs, très intéressés à voir ce que le point de vue de personnes qui ne sont pas professionnelles ont pu voir, eh bien, ou que vous ayez envie de témoigner tout simplement sur ce qu'a été votre mai 68, eh bien, vous nous appelez à un numéro que vous venez de voir et je vais vous répéter si vous me permettez, 01 53 95 31 06. Une deuxième fois, 01 53 95 31 06. Vous pourrez nous aider et ce nous sera très précieux. Et puis, de jour et de nuit, ce numéro vous est ouvert et la nuit, il y a un répondeur, ça ne vous surprendra pas. Et le lendemain matin, on vous rappelle tout de suite dans les conditions que vous nous indiquerez. Je vous remercie infiniment au nom de la marche et de nos confrères de Paris Match. Dans 2 semaines, la prochaine émission donc, la marche du siècle, ouvre un dossier qui ne vous étonnera pas, nous ouvre à nouveau le dossier des affaires et des financements occultes. Le point, ça s'appelle le cancer de la corruption. Tout à l'heure, plus frais et plus immédiat, après le soir 3, un siècle d'écrivains. Ce soir, il s'agit du portrait du poète soviétique qui s'appelait Vladimir Maïakovski, qui fut à la fois une sorte d'enfant terrible du régime soviétique dont il fut par ailleurs un laudateur tout à fait incontestable. Bonne fin de soirée sur France 3, merci de nous avoir suivis et je peux peut-être ajouter aujourd'hui, merci vraiment de la confiance dont vous nous témoignez.
Ancien anarchiste puis fervent défenseur du pouvoir soviétique, Maïakovski